Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très Et bien. à la forme? Oui, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? En Russie? Oui, on va parler de la Russie, mais plutôt des nouveaux trains de sanctions adoptés par le G7, donc le groupe des 7 pays les plus industrialisés. Il faut savoir que... Pour un pays censuré par les médias, le 9 mai était super médiatisé hier. C'était médiatisé pour deux raisons. Et je crois que là, ils ont été déçus. Et cela prouve la grande intelligence des Russes. Et le particulièrement... 9 mai, ce n'est pas l'indépendance de la Russie? Non, le 9 mai, c'est l'armistice signé entre la Russie et l'Allemagne. C'est-à-dire? D'accord, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que, en réalité, lorsque la Seconde Guerre mondiale s'achève en Europe, en Allemagne, les Américains signent le 8 mai l'armistice avec, si tu veux, les officiels allemands, puisque Hitler, on sait, s'est suicidé, et donc les Allemands décident de rendre les armes. Sauf que, lorsqu'ils signent l'armistice le 8 mai avec les Allemands, les Soviétiques étaient déjà à Berlin depuis le 1er mai. Et donc, ils ont signé l'armistice avec les Allemands sans contacter les Russes. Et donc, ça va mettre Staline dans une colère noire. Et donc, lui, il va décider de rappeler les Allemands et de revenir signer, parce qu'il va considérer que l'armistice signé entre les Allemands et les Américains ne le concernait pas. Et donc, il va faire reconvoquer les Allemands et qui vont revenir donc le 9 mai signer cette fois-ci l'armistice entre la Russie et l'Allemagne. Oui, c'est lui qui avait vaincu l'Allemagne. C'était les premiers arrivés en Allemagne. Et sans la Russie, les Occidentaux n'auraient jamais remporté la Seconde Guerre mondiale. Ça, il faut pas l'oublier. Ou s'ils l'auraient remporté, ce n'est pas seulement 2 bombes atomiques qu'ils auraient dû balancer à Hiroshima et Nagasaki. C'est peut-être une dizaine de bombes atomiques qu'ils auraient dû balancer en Europe pour venir à bout de l'Allemagne. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que le pays qui a payé le plus lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie. Donc, c'est la Russie qui a, en réalité, en Europe, remporté la bataille contre le nazisme et non pas les Américains. Et je donne un dernier chiffre. Les Russes, c'est 20 millions de morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, c'est moins de 200 000 morts. Or, dans l'imaginaire collectif, on pense que ce sont les Américains qui sont venus délivrer les Européens, alors que c'est faux. Ouais, mais le débarquement de Normandie, Jean-Paul... Non, le débarquement de Normandie, tel qu'il est vu, c'est cinématographique. Mais ça n'a pas été décisif. Ce qui a été décisif, c'est la bataille à Stalingrad. C'est la bataille de Kaliningrad. C'est la bataille, justement, lors de l'opération Barbarossa lancée par Hitler en 1941. C'est le premier revers que Hitler va subir, notamment sur le front Est, qui va commencer à changer la donne vis-à-vis des Alliés et qui va être la première victoire qui va être décisive par la suite pour la progression des Russes sur le front Est et par la suite, les Américains auront aussi leur victoire sur le front Ouest, mais cela interviendra 2 ans plus tard, à partir de 1944. Comment on peut donc analyser la surmédiatisation du 9 mai hier, alors que la Russie est l'axe du mal, comme a dit Biden? Mais justement, en fait, ils attendaient 2 choses, parce que habituellement, lors du défilé du 9 mai, évidemment, la Russie fait l'étalage de sa puissance, notamment la puissance militaire. Ils s'attendaient certainement à voir des équipements militaires qu'on n'avait jamais vus. Il ne faut pas oublier que lors des répétitions, la Russie avait prévu une manifestation aérienne, donc un déploiement d'avions, notamment l'avion qu'on appelle l'avion de l'Apocalypse, c'est-à-dire c'est l'équivalent du Air Force One américain, mais pour les Russes, et c'est un avion que l'on utiliserait en cas de guerre nucléaire. Donc déjà le fait que l'on ait vu cet avion survoler Moscou durant les répétitions, donc les jours qui ont précédé le 9 mai, ça a fait tilt dans la tête des Occidentaux qui se sont dit et surtout que ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas plus vu cet avion-là. Donc ils se sont dit que durant le 9 mai, il devait y avoir certainement un déploiement massif d'arsenal militaire russe. Et donc, pour eux, ils allaient voir ce que les Russes ont. Le missile qui a 23 mètres de long et tout ça. Voilà, c'est-à-dire les SR-28 Sarmat, ce qu'on appelle les Satan 1, Satan 2, donc les missiles hypersoniques, d'autres types d'armes stratégiques russes. Tout ça, évidemment, les Occidentaux espéraient voir. Son discours n'était pas aussi haineux que ça. Voilà, ça c'est la deuxième chose. C'est-à-dire qu'ils attendaient aussi d'écouter le discours de Vladimir Poutine, et notamment s'il devait prononcer 2 mots.
le mot Ukraine, 2, le mot guerre. C'est-à-dire que certains médias occidentaux et même certains soi-disant spécialistes de la Russie et même spécialistes du cerveau de Vladimir Poutine, parce que moi je suis ces médias-là tous les jours et je t'assure que j'entends des vertes et des pas mûres. Beaucoup disaient que Vladimir Poutine devait déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine lors de ce discours-là, et ça devait être un discours beaucoup plus vindicatif vis-à-vis des Occidentaux, un discours beaucoup plus va-t-en-guerre, dans lequel évidemment la Russie allait une fois de plus déployer des menaces sur une éventuelle sur un soutien plus accru des Occidentaux, parce qu'il faut savoir que les Occidentaux ont décidé de traverser un cap, notamment en fournissant aux Ukrainiens des armes dites offensives, donc c'est-à-dire de l'artillerie, voire même de l'aviation, voire voilà, tout un certain nombre d'équipements qu'ils n'avaient pas voulu offrir au départ. Au départ, ils donnaient des armes dites défensives. Donc là, ça voulait changer, ça voulait dire ça changeait. Et surtout que Joe Biden a fait une demande incroyable au Congrès. Il a demandé au Congrès une enveloppe de 33 milliards de dollars pour financer le conflit, pour aider l'Ukraine. Et dans ces 33 milliards de dollars, 20 milliards de dollars devaient être consacrés uniquement à l'achat des armes. Donc ça veut dire que l'on n'est plus aussi bien du côté des Occidentaux que du côté de la Russie. Encore jusque-là, la Russie n'a déclaré la guerre à aucun pays occidental, aucun pays membre de l'OTAN. Mais on voit déjà que les Occidentaux, eux, ont changé carrément de position. Ils ne parlent même plus de négocier, même si les négociations continuent actuellement en Turquie. Mais vraiment, on voit que dans le discours des Occidentaux, c'est dire aux Ukrainiens, allez-y, battez-vous. En tout cas, nous, on vous soutient et on vous garantit qu'au bout du combat, vous aurez la victoire, ce qui est totalement hypothétique. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, on va parler donc de cette réunion du G7, qui est la 3e depuis le début de l'année, qui est la 2e depuis l'invasion de la Russie, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ce qui est important à signaler dedans, c'est 2 choses. La première, c'est que les Occidentaux se rendent compte que le premier train de sanctions, là, ils en avaient déjà pris 5 trains de sanctions contre la Russie qui n'ont absolument pas eu les effets escomptés, puisque la guerre en Russie continue. Vladimir Poutine continue son combat, et donc ça, c'est clair, c'est un échec pour le moment. La deuxième chose, c'est donc qu'ils ont décidé d'essayer de frapper là où ils estiment que ça pourrait faire mal au portefeuille des Russes. Et non seulement sur le portefeuille des Russes, mais aussi ils ont décidé, et ça c'est un fait totalement inédit, de frapper des personnalités russes, y compris ceux qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Pour la première fois, on a vu un train de sanctions contre le patriarche orthodoxe russe. Vous vous rendez compte, donc celui qui est le chef de l'église orthodoxe russe a été frappé de sanctions par les Occidentaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? On reproche donc à Vladimir Poutine d'être un chrétien orthodoxe. C'est totalement ridicule. Mais ils vont même plus loin. Les filles de Vladimir Poutine, ces 2 filles sont également touchées par des sanctions, et également sa compagne. Sa compagne encore, on pourrait comprendre, parce que certains experts disent qu'elle pourrait être le prête-nom de certaines entreprises. Bon, on ne sait pas qu'on attribue à Vladimir Poutine. Mais ces filles ne font pas de politique. Ces filles ne sont même pas dans le milieu des affaires. Ces filles, il y a une qui est danseuse, il y a une qui est dans le monde de la communication. Elles n'ont absolument rien à voir avec les agissements. Et ça, tu vois, ce sont des valeurs que les Occidentaux viennent dire chez nous. On respecte la liberté, la présomption d'innocence, on respecte les libertés individuelles, on ne va pas punir un enfant pour les agissements de son papa. Ça, ce sont des valeurs qu'ils ont toujours défendues, en disant que eux, ce sont les champions du monde de la moralisation, les champions du monde des valeurs. Mais là, ils sont vraiment tombés à un niveau inimaginable. On ne pouvait pas penser un jour. Mais c'est la guerre, Jean-Paul. Guerre comme à la guerre. Mais eux, ils disent que la guerre doit respecter un certain nombre de codes. C'est la raison pour laquelle on a la Convention de Genève. Les conventions de Genève, ce sont elles qui régissent même les relations entre 2 pays en guerre. Les gens qui ont fait les conventions, là, c'est aussi les mêmes personnes qui peuvent faire ces conventions. Non, mais pour défaire ces conventions, il y a évidemment un certain nombre de règles à respecter. Mais dès lors que vous ne respectez plus les règles que vous-même vous avez signées, donc vous ne pouvez pas dire que la personne qui est en face, c'est une personne qui est barbare. Parce que dans l'idée, le barbare, c'est un homme qui n'a pas de règles. Et pourquoi un homme qui ne respecte rien. C'est pourquoi c'est le G7 qui prend ces sanctions.
Mais parce que c'est eux qui estiment que ce sont eux qui dirigent le monde, tout simplement. Le G7, c'est une espèce de conseil de sécurité bis, mais un conseil de sécurité qui a beaucoup plus un pouvoir financier qu'un pouvoir politique. Le pouvoir politique, il est au conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le conseil de sécurité ou bien le conseil financier mondial, il est au niveau du G7. Donc les G7 estiment que eux, comme ils ont l'argent, comme eux, et ce sont les maîtres du monde et les patrons du système financier international, et donc ils usent de leur pouvoir, ils usent de leurs privilèges pour abuser même de leur position dominante vis-à-vis de pays. Mais ça, ce n'est pas nouveau, hein. Ça existe depuis 30 ans, même depuis 50 ans. Le Cuba en fait les frais vis-à-vis des États-Unis, l'Iran en fait les frais depuis 1979, la Corée du Nord en fait les frais. Donc un certain nombre de pays sont frappés, et la Russie depuis 2014, sont frappés par un certain nombre de sanctions. Mais eux, ils mettent toujours en avant les valeurs. D'accord ? Et derrière ces valeurs, ils mettent aussi le droit international devant. Or, quand on regarde bien, ils violent de manière allègre le droit international. Avec ce qui se passe en Russie, c'est-à-dire pour l'Iran et le Cuba, on essaie d'y mettre un peu de la forme. Mais là, en ce qui concerne la Russie, et étant donné, si tu veux, l'espèce de claque que la Russie leur envoie, parce que depuis 2 mois de conflit, toutes les trains de sanctions qu'ils ont prises contre la Russie n'ont eu aucun effet. Et bien cette fois-ci, lors de la dernière réunion du G7, les Américains en fait mettent la pression aux Européens pour dire qu'il faut couper le pétrole et le gaz russe parce que semble-t-il, c'est la première devise, c'est la première richesse d'exportation russe, mais ce qu'ils oublient, enfin, ce que les Européens aussi, ils ne sont pas totalement stupides, même s'ils sont derrière les Américains, même s'ils sont prêts à se s'aborder, même si on peut employer le terme, pour suivre leur grand frère américain, mais il y a quand même quelques pays qui disent que non, on ne peut pas le faire parce que si on le fait, si on veut suivre le calendrier imposé par les Américains, on tue nos économies. C'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, il faut savoir que 40% du gaz utilisé en Allemagne vient de Russie. Donc, pour que l'Allemagne puisse se passer du gaz russe, il faudrait, 1, qu'elle trouve de nouveaux fournisseurs, 2, qu'elle crée une infrastructure qui soit adaptée à accueillir ces nouveaux fournisseurs, en l'occurrence les fournisseurs américains. Parce que les gens ne le savent pas. Il y a un oléoduc qu'on appelle le Nord Stream 1 qui part de Russie, qui passe par l'Ukraine et qui va directement en Allemagne. Il y avait un deuxième Nord Stream 2 qui a déjà été construit, dont les travaux étaient déjà achevés, mais dont la mise à exploitation a purement et simplement été gelée du fait de l'invasion russe en Ukraine. Donc, pour les Allemands, par exemple, pour qu'ils puissent utiliser un autre gaz que du gaz russe, il faudrait qu'ils fabriquent des terminaux à gaz, parce qu'il faut savoir que le gaz, pour qu'il vienne, par exemple, des États-Unis, il n'y a pas un oléoduc qui traverse l'Atlantique pour arriver jusqu'en Europe. Il aurait donc fallu qu'on utilise des méthaniers, mais pour ça, il faudrait que le gaz il soit liquéfié, puis mis dans des bateaux, transportés jusqu'en Europe, puis déchargé dans des terminaux spéciaux dans lesquels on va le regazifier en quelque sorte pour qu'il puisse être utilisé aussi bien par les particuliers que les entreprises. Or, pour mettre ce genre d'infrastructure, il faut compter au minimum entre 2 et 3 ans. Et donc ça, et ça aussi, ça demande également beaucoup d'investissement. Donc il y a ce premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est que là maintenant, les Occidentaux payent aussi, si tu veux, 10 années d'immobilisme en matière de recherche de pétrole et de gaz. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, au cours des 10 dernières années, les budgets des grandes entreprises de pétrole a chuté de moitié. Il y a 10 ans, ces entreprises ont investi 650 milliards de dollars pour la recherche de pétrole. Aujourd'hui, on est à moins de 300 milliards. Donc, ce qui fait que les gisements qu'on a trouvés il y a 10 ans, ce sont ces mêmes gisements que l'on exploite aujourd'hui. Et donc, il y a un risque de voir que ces gisements ne sont pas illimités. Et donc, le fait de se passer du gaz russe, ça met un peu de pression sur d'autres éventuels fournisseurs, surtout que il a dit l'autre difficulté, c'est que les contrats en général qui sont passés entre les fournisseurs de produits d'hydrocarbures, donc de pétrole et de gaz, et les pays qui sont importateurs et consommateurs, c'est des contrats à long terme, c'est des contrats sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, on ne peut pas du jour au lendemain changer comme ça le quota de production pour pouvoir satisfaire à la demande d'un nouvel éventuel consommateur. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et d'autant plus que, donc, vu cette situation-là, des pays comme la Hongrie, par exemple, et la Bulgarie, la Hongrie dépend 90% du pétrole et de son gaz. Enfin, la Bulgarie, 90%, la Hongrie, c'est 100%
de son gaz. La totalité du gaz qu'il consomme provient de Russie. Et on connaît la proximité entre Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et Vladimir Poutine. Donc, c'est un peu ces deux pays-là qui sont actuellement qui font le fruit des attaques avec, bien entendu, l'Allemagne. Mais l'Allemagne étant l'un des principaux géants de l'Union européenne, évidemment, les attaques les reproches que l'on fait à la Bulgarie et à la Hongrie sont atténués en ce qui concerne un peu l'Allemagne. Et surtout que le moteur économique de l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne a besoin de son industrie, pour son industrie du gaz russe. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il y a eu l'accident de Fukushima en 2011, qu'est-ce que les Allemands ont décidé ? Les Allemands ont décidé de se passer de l'électricité fournie par des centrales nucléaires. Et donc, en échange, ils ont multiplié la construction d'usines, de centrales à gaz, et ils ont également aussi abandonné l'utilisation de centrales à charbon. Donc, ils ont multiplié la construction de centrales à gaz, à côté, on a mis un peu d'éoliennes et autres, mais tout ça, évidemment, fait que l'essentiel de l'énergie produite en Allemagne vient du gaz. Et donc, l'Allemagne, qui importe 40% de son gaz de Russie, ne peut pas se passer du gaz russe en l'état actuel pour les raisons que je viens d'expliquer. Et donc, c'est sur ce point-là que, évidemment, les pays du G7 ne sont pas parvenus à s'entendre. En fait, je ne comprends pas. Malgré tous les mauvais comportements d'après toi, que les Occidentaux ont envers la Russie ces derniers temps, la Russie ne coupe pas le gaz. Le gaz continue à circuler. Mais non, la Russie n'a pas de raison. Les gars, ils font la guerre, mais ils envoient quand même le gaz. Oui, mais ils n'ont pas de raison de couper le gaz puisqu'ils payent. D'accord ? La Russie avait demandé que, du fait que l'on avait saisi ses avoirs en euros et en dollars, et donc elle a estimé que donc, ce sont des monnaies qui sont compromises. Et là, Vladimir Poutine avait totalement raison. Et donc, il a demandé à ce que ces devises soient payées en roubles. Et donc, il y a une banque qu'on appelle Gazprom Bank. C'est Gazprom Bank qui ont ouvert des comptes spéciaux aux entreprises et aux États qui veulent payer le gaz russe. Et Gazprom Bank fait quoi ? Elle prend ces euros-là et elle va sur les marchés financiers, achète du rouble et ce rouble, elle le remet à l'État russe. C'est une position de compromis entre la Russie et les pays occidentaux, même s'il y a deux pays qui ont refusé de la mettre en application. On a notamment la Pologne et la Bulgarie. Et puis, donc, mais la Pologne et la Bulgarie ont beaucoup plus un contentieux historique avec la Russie. Et donc, c'est ce qui fait que ce sont les deux pays parmi les plus virulents même dans cette affaire d'invasion russe de l'Ukraine. Et donc, ces pays, ce que la Russie a fait, elle a coupé le gaz. Et donc, les autres pays occidentaux sont conscients des capacités de Vladimir Poutine à couper le gaz s'il ne paye pas. Et donc, il paye. Mais ce qui est d'autant plus étrange dans cette histoire, c'est que par exemple la Pologne est frontalière de l'Allemagne. Or l'Allemagne importe du gaz russe. Et ce que la Pologne a donc fait, elle a dit à la Russie que moi je ne paye pas ton gaz et donc je vais m'approvisionner en Allemagne. Et donc la Pologne rachète du gaz russe en fait en Allemagne. Donc, ça revient parfaitement au même. La Bulgarie aussi, ça va être la même chose. La Bulgarie va se rapprocher d'un autre pays européen pour pouvoir s'approvisionner en gaz parce que géographiquement, il serait extrêmement difficile de pouvoir ramener jusque dans ces pays-là du gaz américain, du gaz de schiste. Et donc, tout ça fait que, in fine, quand on regarde bien, en bout de chaîne, qui gagne, c'est la Russie, c'est Vladimir Poutine qui continue à vendre son gaz. Et donc, ça a été véritablement un autre échec, puisque une fois de plus, les pays du G7, même si on a encore ajouté un autre train de sanctions concernant par exemple les médias russes sont sanctionnés. Joe Biden a pris un décret qui interdit aux entreprises américaines par exemple de faire de la publicité sur les médias russes. Dans le même décret aussi, il interdit aux cabinets de conseil de travailler avec des entreprises russes, des cabinets comme Deloitte & Touch, McKinsey et autres. Il faut savoir que les Américains, les Britanniques sont les champions du monde en matière de conseils financiers et autres. Donc, tous ces cabinets-là sont interdits également de travailler avec les entreprises russes. Et puis, il y a aussi le Royaume-Uni qui a mis encore un nouveau train de sanctions, c'est-à-dire qu'on a augmenté des tarifs douaniers à l'importation de certains métaux très rares, tels que le palladium ou la platine, dont la Russie est un grand exportateur vers le Royaume-Uni. Et puis, on a interdit à l'exportation tous les produits industriels anglais qui pourraient
pourrait aider les usines russes. Donc tout ça, évidemment, c'est un manque à gagner pour l'économie, pour la balance commerciale anglaise. Et surtout, il ne faut pas oublier que des métaux rares tels que le palladium ou la platine rentrent dans la confection d'objets dont la valeur a considérablement augmenté. Si vous voyez par exemple le prix des voitures électriques, depuis l'invasion russe, le prix moyen des voitures électriques a augmenté de 30%. Et donc, pourquoi ça a augmenté de 30%? Parce que les composants des batteries, donc les métaux rares qui rentrent dans la composition des batteries, une grande partie de ces métaux rares-là proviennent de Russie. Et donc, du fait des sanctions, il y a une diminution, si tu veux, de la disponibilité de ces composantes-là, qui fait qu'in fine, on a aussi un risque de pénurie qui va s'installer. Et ça fait mécaniquement grimper les prix. Il y a aussi une dernière chose que je vais dire, par exemple, les puces aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a une diminution du volume global de voitures produites par les Occidentaux, notamment les dernières versions. Il y a même des marques qui ont retardé la sortie de nouveaux modèles. Pourquoi? Parce qu'on a un manque de puces. Taïwan, qui est le principal producteur mondial de puces, est sous le collimateur de la Chine. Et donc, les tensions en Ukraine font craindre les mêmes tensions de Taïwan et la Chine. Et ça a un effet sur la production de puces. Merci Jean-Paul qui revenait pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, enfin tout en musique. Urban FM 104.5.